Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Harmonize Up, le podcast qui aide les femmes actives à révéler leur style et leur bien-être sans surcharge mentale. Aujourd'hui, on parle d'indépendance, d'élégance et de bien-être et comment concilier ces trois piliers pour se sentir aligné avec soi-même. J'ai le plaisir d'accueillir Marianne, une femme inspirante qui, après une carrière réussie en communication et marketing dans des grandes entreprises, a choisi l'entrepreneuriat et le développement d'un réseau dynamique d'entrepreneurs indépendants. L'objectif aujourd'hui, c'est de partager la connaissance, libérer les potentiels et permettre aux femmes de s'émanciper et de rayonner à tout âge. Vous verrez pourquoi je vous dis ça tout à l'heure. Aujourd'hui, nous recevons, donc, comme je vous le disais, Marianne. Bienvenue et merci d'être avec nous. Mais merci de m'accueillir. Avec plaisir. Mais Marianne, je te propose de rapidement te présenter, de parler de ton parcours et ensuite de répondre à une question. Pourquoi t'es-tu tournée vers l'entrepreneuriat et l'accompagnement des femmes? Alors, mon parcours, en quelques mots, c'est compliqué de résumer un profil complètement atypique qui ne rentre dans aucune case pour un recruteur, puisque j'étais destinée à une carrière musicale et qu'en fin de compte, j'ai fait quand même 30 ans de marketing et de communication en entreprise avec des équipes dirigeantes dans un univers international. J'ai travaillé directement avec des patrons de société qui m'ont impliqué dans leur travail et surtout qui m'ont donné envie de reprendre des études de manière à me spécialiser sur ce qui me passionnait le plus, donc le marketing et la communication, même si j'avais fait du droit. Et en fait, tout ceci reflète quelque part un tout petit peu ma personnalité, puisque au fil de l'eau, à force d'être près du pouvoir, j'ai commencé effectivement à ne plus être tout à fait à l'aise avec qui j'étais. Et c'était passionnant, mais parfois on n'est pas forcément, on voit des choses qui ne nous correspondent pas intrinsèquement. Et ça m'a amené donc à évoluer progressivement. J'ai toujours aimé transmettre, partager. J'ai un diplôme d'une grande école de commerce, donc je me suis impliquée après mon diplôme au sein de l'association pour mettre en place Internet à la fin des années 90, donc je suis un très vieux geek. C'était très très intéressant parce que là, bénévolement, j'avais l'opportunité d'être qui j'étais. Transmettre pour savoir, développer un produit, communiquer, mettre les gens en relation les uns avec les autre, bref, créer une forme d'harmonie autour de moi. Quelques années plus tard, ce bénévolat s'est transformé en salariat. Je suis arrivée effectivement à un certain moment au bout de ce que je pouvais faire et la question s'est posée de savoir quelle allait être la suite du parcours puisque j'avais 55 ans à cette époque-là. Un peu compliqué quand on est senior dans sa fonction, surtout en marketing, quand on est senior en tant que femme et surtout quand on est à un moment où l'économie ne va pas très bien et où les opportunités professionnelles sont de plus en plus rares. Donc, nouvelle réflexion, et là, j'ai laissé fonctionner mon intuition. Déclic. Absolument, parce que à force de faire du réseau, comme moi j'aime rencontrer les gens, j'aime apprendre des autres, j'aime partager, un jour quelqu'un m'a fait un commentaire qui m'a énervée. Ouh. J'ai réussi à me maîtriser, mais en fin de compte, je pense que c'était quelque chose de bien, puisque ça m'a poussé dans mes retranchements et m'a fait comprendre que le salariat n'était plus fait pour moi, parce que j'étais avide de liberté et surtout j'avais besoin de flexibilité. Et je m'apercevais que depuis que les métiers sont normés, en fait on doit rentrer dans des cases et que moi je ne suis jamais rentrée dans une case et que je ne voulais pas rentrer dans des cases. Donc j'avais besoin de cette liberté, de cette flexibilité, et c'est comme ça que l'entrepreneuriat m'a à nouveau appelé, puisque j'avais été chef d'entreprise dans les années 90 de deux manières. Donc j'avais des clés quand même pour comprendre quelles étaient les clés de succès de l'entrepreneuriat. Et puis il se trouve que je suis sur un segment d'activité qui, en principe, attire d'abord les femmes, mais aussi les hommes. Et que depuis 12 ans, j'ai la chance effectivement et le plaisir d'accompagner des femmes qui sont aussi inspirantes parce que nous travaillons de manière complètement
déconnectés du monde salarial classique, puisque nous n'avons pas de hiérarchie, que nous apprenons les uns des autres. Et ça, c'est hyper important quand on aime apprendre. Et puis on le fait dans la bonne humeur. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que tout est un long fleuve tranquille, mais travailler avec de la bienveillance surtout et de la solidarité. Je pense que ce sont des choses que l'on ne rencontre pas forcément dans le salariat à l'heure actuelle. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne se sentent plus bien forcément dans leur job. Je ne dis pas que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. Il faut quand même un certain nombre de qualités. C'est vrai. Mais quelque part, ça a été un vrai défi pour toi. Parce qu'à 55 ans, enfin, pas à l'époque, mais cette période-là, c'était pas forcément quelque chose d'évident en termes de prise de décision, je veux dire. Oui, oui, mais moi, en fait, je ne voulais pas avoir à changer de job tous les 2 ans. Mhm. Et la mécanique de recherche d'emploi est épuisante. Il faut, quand on prend un job, déjà penser au job d'après. C'est un peu comme aux échecs. Mhm. On doit toujours anticiper les coups suivants. Mhm. Et ça, pour moi, c'est pas possible. On n'a pas le temps de s'épanouir. Il y a une prise de fonction, il y a des réalisations à faire, il y a un épanouissement à faire. Pour moi, c'est un petit peu le paradoxe aussi de la France, qui ne fonctionne pas comme les pays anglo-saxons. Mais quand on est bon dans son métier et quand on bouge avec son métier, je pense qu'on peut y rester le plus longtemps possible. Merci Marianne. On dit souvent que passé 50 ans, il devient plus difficile de se réinventer. Tu es vraiment la preuve que l'on peut prendre de nouveaux départs avec encore plus d'énergie, de confiance et d'élégance. Alors, comment as-tu opéré cette transformation je dirais, parce que en termes de visualisation, de projection, de confiance en soi aussi, je pense. J'ai la chance d'avoir un mari avec lequel je partage énormément de choses. Il partage aussi énormément de choses avec moi. Nous sommes complémentaires en termes professionnels puisque lui est financier. Et donc moi, je suis sur une autre fonction support, donc le marketing et la communication. Et voilà, je lui ai livré mes réflexions. Il a fait, je dirais, des investigations. Et il m'a dit, vas-y, tu n'as rien à perdre. Comme je suis challengeuse, puisqu'en fin de compte, mon parcours professionnel a été fait de challenge, je me suis effectivement lancée. Ce que j'avais identifié, en revanche, c'est que le mode de travail n'avait rien à voir avec ce que j'avais connu auparavant. Et ça, pour moi, ça a été rassurant. Quand on prend un job, on demande de prouver, tout de suite. Alors que là, on me demandait d'apprendre tout en faisant et j'étais soutenue en même temps. Ça a été une grande aide pour toi pour pouvoir avancer et Absolument. rebondir, je dirais même. Oui. Et de rencontrer des personnes fabuleuses. Exactement. Et du coup, par rapport à ce changement, quelle a été ta plus grande leçon dans cette transition? Et en même temps, je dirais même aussi ton plus grand challenge. Alors, l'entrepreneuriat, c'est de la discipline. C'est vrai. C'est comme le vélo, il faut en faire tous les jours. Il faut pratiquer. Absolument, ne pas se décourager parce qu'on avance. Néanmoins, je pense que c'est l'humilité parce qu'on s'aperçoit qu'on ne sait rien seul et qu'on apprend énormément des autres et qu'on apprend de ses actions aussi pour s'améliorer ensuite. Ça, c'est la plus grande leçon que j'ai apprise. Il y en a une autre aussi que j'ai apprise, c'est accepter de me connaître. Ah, prendre du recul donc. Oui, savoir en fait pourquoi je suis faite dans la vie, en fait, quelle est ma mission. Ah oui, d'accord. Quand on est dans un métier qui fonctionne, qui a des codes complètement différents du monde du travail, où le leadership est une clé déterminante pour réussir, et pas le management, il est important de savoir ce qui nous motive au quotidien, intrinsèquement, pour donner envie aux autres. Être une source d'inspiration. Absolument. Ouais. Voilà. Avec l'expérience aussi acquise, ça te permet de prendre plus de recul pour pouvoir justement accompagner, conseiller et identifier. Effectivement, dans ce métier, on a la chance de rencontrer des personnes qui connaissent toujours une très grande réussite, qui sont elles-mêmes très inspirantes. Et l'inspiration, c'est pas de donner des clés métiers en termes de compétences, mais c'est de nous donner des clés par rapport à leur vécu. Alors justement, comment accompagnerais-tu une femme ou un homme
qui voudrait prendre un nouveau départ à un âge donc avancé. On est sur une dynamique de 40 ans, 50 ans et plus. Quelles sont les principales barrières que tu as par rapport aux personnes avec qui tu travailles déjà? Quelles sont les barrières principales qu'elles rencontrent, ces personnes? On reçoit une éducation qui nous formate à être ce que les autres attendent de nous. Il faut accepter d'être soi-même. Donc, les barrières que nous rencontrons sont les barrières que nous nous fixons ou que les autres nous fixent et que l'on respecte tout simplement parce que, et c'est tout à fait légitime, l'être humain a besoin de reconnaissance. On est toujours en train de faire plaisir aux autres avant de nous faire plaisir à nous-mêmes. Donc ça a été un élément déclencheur pour les personnes, pour les... Je pense que c'est ça. Et c'est pour avancer. Oui, absolument. Et c'est les aider à identifier effectivement quels sont les freins qui les empêchent d'avancer. C'est pas forcément une question de connaissance de technique métier, mais c'est souvent des questions de connaissance de soi-même. De ressenti, d'émotion. Et puis de qui on a été, comment on a été éduqué, quelle est la réussite qu'on a eue avant, quels sont les échecs qu'on a vécus avant. Et se débarrasser d'un certain nombre de choses. Oui. Du passé pour pouvoir rebondir et avancer. Absolument. On parle beaucoup de l'importance de l'état d'esprit. C'est exactement ce que tu viens de dire, quelque part, par rapport à cette avancée enfin, prendre du recul pour mieux avancer en se débarrassant de ces, comment on pourrait les appeler, pas ces monstres, mais ces voleurs de rêve, on va dire ça comme ça. Quelque part, il y a aussi la posture et l'image que l'on renvoie. Aussi, ce sont des éléments qui sont importants. Et selon toi, comment on peut allier élégance, bien-être, sans tomber sur la surconsommation vestimentaire, en l'occurrence? On revient toujours à la même chose, être bien avec soi-même. Mais bien avec soi-même, ça veut dire... en se respectant. Voilà. En fait, on ne se rend pas compte, mais lorsqu'on est dans ce monde, notre corps est un cadeau extrêmement précieux dont il faut prendre soin. Effectivement, donc c'est sans être dans la surconsommation, mais entretenir. Et moi, ça me rappelle un souvenir lorsque je vivais en Allemagne, qui faisait rire tous mes amis. C'est que dans la rue, lorsque nous passions devant une vitrine, je me regardais toujours. Je faisais rire tout le monde parce que je regardais si je me plaisais ou pas. Et le matin, en me levant, je vais dans ma salle de bain, je me regarde dans le miroir pour voir si je me plais ou pas. Et c'est ça qui va caler effectivement là comment je vais me coiffer, si j'ai besoin de prendre un peu plus soin de moi, un endroit du visage. Et quels que soient les moments de la journée, alors pour parler de surconsommation, effectivement, si je suis chez moi, je vais être dans des tenues confortables. Tout dépend de ce qui va m'arriver dans la journée. Si je dois être en représentation ou être avec d'autres personnes, eh bien, je vais soigner ma tenue sans être dans la surconsommation. Mais il faut que je me sente bien avec. Il faut que je puisse bouger. Enfin, moi, c'est ma personnalité. Donc, je ne m'habille pas avec des grandes marques, même si je trouve qu'il y a de très très jolies choses. J'ai besoin d'être à l'aise, de ne pas penser, de ne pas avoir des freins justement, pas me dire je vais abîmer cette marque ou quelque chose comme ça. Il faut que je puisse bouger, vivre et j'ai des codes couleurs qui me conviennent. Et est-ce que tu regardes aussi quand même la qualité? Ah oui, c'est peut-être dû aussi à mon éducation. Donc dans l'idée de d'avoir de beaux vêtements de qualité, mais ne pas acheter à outrance. Voilà, je fais attention à la qualité. Alors, tu parles de vêtements, alors il se trouve que moi j'ai toujours aimé tirer l'aiguille. J'ai fait énormément de couture, j'ai aussi, à force de pratiquer, créé mes modèles. Et effectivement, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui avait travaillé dans une maison de couture et qui allait récupérer des chutes de grandes maisons pour que je puisse me faire des jolies choses. Ah, c'est bien. Donc effectivement, en termes de budget, je rentrais tout à fait dans ce que je pouvais faire, et avec de très belles matières. Effectivement, la qualité, c'est important. Je pense que moi, j'ai un style qui est intemporel. Parce que tu réutilises aussi ce que tu as dans ta garde-robe et tu exploites en fait. Oui. Tu optimises, devrais-je dire, ce que tu as dans ta garde-robe. J'ai toujours quelque chose qui va être dans la note du jour, enfin de l'année, mais qui va se marier avec le reste, qui sera beaucoup plus ancien.
Oui, du coup, un mélange selon les cycles de la mode. Finalement, les cycles sont tellement... Ça va être un accessoire qui va faire la différence parfois. C'est ça, puisque finalement, on revient à du vintage, à des intemporels de mode qui restent intéressants et en termes de